Yorana, bienvenue à toutes et tous pour cette 18e édition du Festival international du film documentaire océanien. Pour une trentaine de minutes, je vous propose d'embarquer ensemble sur notre pirogue 2.0 pour ce FIFO 100% digital. Donc où que vous soyez, embarquez avec nous dans cette bulle océanienne le temps de cette interview. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui un spécialiste de la transformation numérique des médias qui animera le colloque des télés océaniennes pour ce 18e FIFO, Pascal Le Chevalier. Yorana. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Est-ce que, ici à Tahiti, en Océanie, on se tutoie? Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie? Avec grand plaisir. Donc, tu as passé 13 ans dans une grande chaîne de télévision française et tu as participé à la création de la vidéo à la demande. Et tu es aujourd'hui surtout consultant de l'agence What's Hot Media, qui est une agence de conseil en stratégie nouveaux médias et réseaux sociaux. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, tu accompagnes les acteurs des médias dans le déploiement de leurs activités numériques. Donc, on l'a dit, la vidéo à la demande et le replay. En tant que spécialiste de tout ça, tu vas donc animer le colloque des télévisions océaniennes. C'est bien ça ? C'est exactement ça, et c'est avec un grand plaisir que je participerai à cette édition digitale. Quel sera ton rôle alors dans ce colloque exactement ? L'idée, alors, en fait, je vais commencer par une présentation de l'état du marché des télévisions, alors pas spécifiquement des télévisions océaniennes, mais l'état de la télévision dans le monde après cette année si particulière qui a été l'année 2020 avec la pandémie. Et puis ensuite, il y aura des tables rondes qui seront des tables rondes thématiques qui justement permettront aux télévisions océaniennes d'expliquer et de présenter leur stratégie dans ce monde qui est en train de devenir de plus en plus numérique et de plus en plus concurrentiel, puisque grâce au numérique, des gens qui ne faisaient pas de télévision auparavant, aujourd'hui sont capables de streamer, c'est-à-dire de diffuser des vidéos en live, en direct ou pas, et ça contribue donc à construire ce nouveau marché qui est extrêmement concurrentiel, mais qui permet aussi de trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles opportunités. Et ce nouveau marché, tu dirais, toi, en tant que spécialiste, il est bien plus ancien que ce qu'on peut imaginer, je pense, parce que certaines grandes plateformes maintenant sont connues du grand public, mais toi, tu travailles sur la question depuis combien d'années maintenant ? Ici, on essaie de reconstruire l'histoire de ces plateformes qu'aujourd'hui on utilise tous. Les prémices remontent à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des initiatives, des innovations juste à l'entrée du tout début des années 2000. Et puis, assez rapidement, en fait, grâce et surtout au déploiement de l'Internet, des débits qui, à cette époque-là, ont commencé à augmenter, cela a permis de pouvoir diffuser de la vidéo sur des ordinateurs et de manière de plus en plus rapide. Et c'est exactement à ce moment-là que tous les grands groupes médias, et pas que d'ailleurs, ont commencé à faire des tests, construire des pilotes et prévoir qu'à un moment donné, ils seraient capables de diffuser autrement qu'en broadcast, le mode broadcast étant la manière qu'on a de recevoir la télévision, alors par le satellite, par le câble, par la TNT, et qu'on pourrait la recevoir par le broadband, c'est-à-dire à travers le tuyau Internet. Et ça, c'était le début de cette révolution. Les premiers sites destinés au grand public ont commencé à apparaître vers 2002, 2003, 2004. En 2005, on a commencé à véritablement pouvoir s'abonner ou utiliser en tous les cas ces sites-là, et c'était à peu près pareil partout dans le monde. Et l'explosion, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la véritable explosion, c'était à partir de 2015. Et là, depuis 5 ans maintenant, on est véritablement sur une croissance phénoménale, presque verticale. Il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'un nouveau service se lance, en particulier à l'initiative des grands studios américains. Et c'est ça qui est en train de bouleverser complètement le marché de la télévision. Oui, et puis là, on peut dire que cette année, on est quelque part en plein dedans, parce que je veux dire, là, le FIFO, sans toutes ces avancées, n'aurait pas pu, peut-être, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, n'aurait pas pu avoir lieu? Alors, évidemment, pas d'Internet, pas de FIFO 2021, c'était une évidence. Et d'ailleurs, tous les grands salons, toutes les grandes manifestations autour de l'audiovisuel depuis maintenant presque un an, puisque je rappelle que quasiment jour pour jour, l'an dernier, nous étions tous réunis à la Maison de la Culture à Papeete.
Aucune grande manifestation n'a pu se tenir dans des conditions normales. Elles ont toutes été dématérialisées ou annulées. Et pour ceux qui ont un peu anticipé la pandémie, ou en tous les cas ont réussi à s'adapter, ils ont tout de suite créé des éditions numériques, digitales, à distance, pour que justement le lien puisse continuer à exister. Mais par contre, ceux qui ne s'étaient pas organisés se sont retrouvés le bec dans l'eau et les manifestations ont tout simplement été annulées. L'avantage avec ces festivals qui se passent en vidéo à la demande, c'est la question de l'audience, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut s'adresser à un public beaucoup plus large. Nous, par exemple, ici en Polynésie, on est loin habituellement de tous ces festivals qui se déroulent en France métropolitaine. Et cette année, pour ceux qui ont pu se maintenir, on a pu y assister depuis la Polynésie. Alors certains étaient en live, mais l'avantage de ce 18e FIFO 2.0, c'est que les vidéos seront accessibles en vidéo à la demande, ce qui veut très concrètement dire que quelqu'un qui achète un pass pour voir tous les films pourra les voir à volonté, enfin comme il le souhaite, sur toute la semaine. Ça, c'est un vrai avantage. Alors, au-delà de la distance, il y a aussi le problème du décalage horaire qui, effectivement, est difficile à gérer quand on est plutôt du côté européen. Aux États-Unis, c'est à mi-chemin, donc c'est moins compliqué. Mais quand on est effectivement métropole, les 12 heures de décalage sont souvent un vrai problème pour pouvoir suivre ces manifestations, et ne serait-ce même que suivre l'actualité. Donc là, le fait d'avoir tout en vidéo à la demande, c'est évidemment une fenêtre qui s'ouvre et aussi une exposition qui est forcément bénéfique pour le FIFO. Alors j'imagine bien que quand même, il faut, en amont, il y a la question des droits de diffusion. Donc j'imagine que c'est un gros travail un peu invisible de l'équipe en amont sur ce travail-là d'autorisation, ce qui fait qu'en tout cas, la plupart des films de ce 18e FIFO seront visibles dans une grande partie de l'Océanie et en France métropolitaine, ce qui donnera l'occasion à des non-initiés ou à nos familles, à nous qui sont en métropole, de suivre ça du mieux possible, dans les meilleures conditions en tout cas. Je voulais te demander, parce qu'on n'en a pas encore parlé, depuis quand tu as embarqué dans cette pirogue océanienne ? Oh là là, ça fait maintenant pas tout 8-9 ans, allez, peut-être 10 ans, où j'ai effectivement eu l'opportunité de venir une première fois. Et j'ai participé à mon premier FIFO, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en 2012 ou 2013. D'accord. Tu peux nous dire dans quel contexte ? C'était également dans le contexte du colloque des télévisions océaniennes où j'étais intervenu, alors plus en tant que participant pour un partage d'expérience, pour témoigner un petit peu de ce qui se passait en Europe avec d'autres participants qui venaient avec d'autres types d'expériences. Et donc c'était au cours d'une table ronde et ça a été ma grande découverte du FIFO. Et ensuite, je ne suis pas revenu pendant plusieurs années. Je suis revenu en Polynésie, mais pour d'autres raisons. Et je suis revenu donc l'année dernière pour faire une présentation justement sur l'état du marché des médias. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a, dès l'année dernière, parlé de cette année. On n'avait évidemment pas pensé que ça se déroulerait dans ces conditions-là, justement pour s'inscrire dans une espèce de continuité dans le cadre du colloque, de pouvoir toujours avoir une petite séquence d'introduction qui permettait de faire un panorama de ce qui s'était passé dans l'année, tout simplement. C'est bien que tu le rappelles parce que finalement le grand public le sait assez peu, mais le FIFO ce n'est pas que des projections de documentaires, c'est aussi le rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel du Pacifique. Donc du coup, dans ce cadre-là, on a tout un tas de rencontres, donc ce colloque des téléocéaniennes dont tu parles, où il y aura tout un tas de professionnels qui viendront échanger sur l'avenir de l'audiovisuel dans le Pacifique, mais pas que. Et puis aussi des conférences, des tables rondes, donc si on peut juste les évoquer. Donc il y aura une conférence sur le panorama 2021 du marché du streaming et 3 tables rondes, donc ce sont 4 temps forts. Donc ces 3 tables rondes, ce sera de la musique au son naturel ou au silence dans les films océaniens, festival et pandémie, un cocktail explosif, et Polynésie, terre d'accueil des tournages. Est-ce que tu penses que cette année tu participeras aussi à ces 4 temps forts ? Alors oui, dans la mesure du possible, je participerai parce que c'est très intéressant d'échanger avec tous les participants et surtout des professionnels qui viennent de pays et de zones dans lesquelles on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des points d'échange et de rencontres. Et c'est aussi
une des grandes qualités du FIFO. Par exemple, quand on discute avec des Américains qui sont à Hawaï, ça n'a pas du tout le même poids que lorsqu'on discute avec, par exemple, des télévisions australiennes, même si elles sont des télévisions très ciblées sur un certain nombre de sujets, sur les représentants des îles Fidji. Il y a toujours un intérêt à rencontrer ces professionnels-là, parce que ça donne aussi un éclairage à nous autres professionnels sur leur manière de travailler, d'appréhender le numérique, et puis aussi de maîtriser cette espèce d'espace-temps, parce que ce sont des pays qui sont quasiment à l'autre bout de la planète pour nous, et de voir aussi comment ils s'inscrivent dans la temporalité de tout ce qui se passe. Donc c'est véritablement une réelle opportunité de pouvoir échanger, et c'est justement à ça que servent ces tables rondes et tous ces colloques. Oui, effectivement, c'est des pays dont on parle assez peu sur le marché international finalement. Et donc, quand toi tu es venu la première fois au FIFO, est-ce que tu t'attendais à rencontrer ces personnes venues de toutes ces contrées très lointaines de l'Europe? En fait, ça faisait très longtemps qu'on me parlait de la Polynésie française, et on a toujours une image idyllique. Alors, je ne parle pas des atolls où... évidemment, ça c'est les cartes postales. Mais en fait, la Polynésie française, c'est surtout les Polynésiens. Et le vrai choc et la vraie découverte, c'était de découvrir les Polynésiens, leur façon de nous accueillir, les traditions locales, la nourriture, les bières. Voilà. Mais vraiment, au-delà du pays en tant que tel, de sa géographie, de sa beauté naturelle. Enfin voilà, c'est surtout les rencontres humaines que j'ai pu faire, et c'est aussi pour ça que je suis revenu, parce que en fait, qui vient une fois revient. C'est pas possible de faire autrement. Il y a un attachement qui se développe, et puis après il y a effectivement cette façon, cette chaleur humaine qui donne forcément envie de contribuer, de participer. Voilà. Donc là, tu nous parles d'une ambiance générale de ce que tu as découvert en arrivant. J'aimerais quand même que tu nous racontes, voilà, une rencontre marquante, ou vraiment un film où tu t'es vraiment dit, là, je découvre quelque chose que j'avais pas soupçonné. Enfin, vraiment quelque chose, un marqueur, quoi, presque un choc. Je vais être très franc, oui. Quand je viens au FIFO pour la partie des rencontres numériques, en fait, je passe pas mal de temps sur ces sujets-là, ce qui fait que je vois assez peu de projections, j'assiste à assez peu de projections, et sinon je les vois après. Alors, en fait, l'année dernière, on a fait une très très belle rencontre. C'est que très très vite, le premier jour, on a croisé comme ça au moment des échanges, quand on prend le bus pour aller de l'hôtel à la Maison de la Culture, etc. On a rencontré deux jeunes qui étaient Alexandre et Olivier, et on a passé quasiment tout le FIFO ensemble. Ils étaient en compétition, et il se trouve que c'est eux qui ont gagné. On le rappelle, c'est pour le film Ophir, hein, l'année dernière. Voilà, c'était pour Ophir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et vraiment, on a pu échanger en permanence pendant toute la semaine sur notre façon de voir l'évolution du marché de l'audiovisuel, leur façon de travailler, la découverte aussi de la Polynésie, des échanges qu'on pouvait avoir avec tous les autres participants. Et puis, on a terminé, je crois d'ailleurs que c'était dans le petit théâtre le jeudi soir, on a vu le film, et évidemment, quand le lendemain ou le surlendemain, je ne me rappelle plus exactement, on a vu que c'était eux qui le remportaient. Voilà, ça a créé une espèce d'émotion qui fait que d'ailleurs, on a continué de se parler, de se voir à Paris. Voilà, et c'est ça. Et on continue de discuter aujourd'hui sur toute cette révolution numérique, parce que ce sont deux garçons brillants qui sont à la fois auteurs, réalisateurs. Et donc, on a forcément des sujets très importants à partager. Et je les ai même invités à participer à des formations dans le cadre de formations professionnelles pour qu'ils partagent leur expérience, et en particulier leur expérience du FIFO avec des professionnels français, métropolitains en tous les cas, qui justement aiment bien aussi échanger dans le cadre de cycles de formation sur la manière de travailler de vrais auteurs, de réalisateurs. Et comme en plus ils avaient remporté ce prix-là, ça permettait de donner un éclairage encore plus intéressant, et à leur travail, mais également au FIFO. Oui, en tout cas, ce sont de belles rencontres, puis qui perdurent bien après l'événement du festival en particulier. Est-ce que tu dirais que
à travers toutes ces années, le fait de venir au FIFO, quand dans les médias où tu entends le mot Océanie ou un pays d'Océanie qui est cité, ça, tout de suite, ça te... Voilà, tu es plus sensible, tu vas bien plus prêter l'oreille. Est-ce que le FIFO participe à ça, c'est-à-dire à vraiment cette conscience de l'Océanie, et même quand on revient chez soi dans un quotidien, il y a ce lien, il est intact. Bien sûr, on dit très souvent que les Américains ne savent pas où localiser la France sur la carte de l'Europe, mais je dirais qu'il y a très peu de Français qui savent localiser l'Océanie dans sa grandeur complète sur la map monde. Donc évidemment, quand on a pu, qu'on ait l'opportunité de venir sur place, il y a forcément un lien qui se crée. Et si c'est dans un documentaire, pour être très franc, je regardais pas plus tard qu'il y a 3 jours avec un de mes fils un documentaire sur Netflix sur les sports extrêmes. Et évidemment, on s'est retrouvé à un moment donné à Papara avec des surfeurs. Bah oui, il y a un lien parce que on y est allé, parce qu'on a vu des jeunes surfer, et même si nous on surfe pas, ce lien-là existe. Et puis c'est la même chose pour les îles, les autres pays avoisinants, parce que ça crée une alerte, une conscience. Et donc forcément, quand on va voir un documentaire sur des îles voisines, bah, tout de suite on a quelque chose qui se réveille, sans doute beaucoup plus que si on vient me parler des steppes de Sibérie. Forcément. Donc là, il n'y a plus qu'un pas pour que tu viennes réaliser un reportage, un documentaire en Polynésie. Là, je sens que tu es prêt. Oui. Ça serait bien de pouvoir travailler sur un sujet sur la Polynésie, évidemment. Il y a les JO en 2024, le surf. Donc, D'ailleurs, j'ai cité des amis polynésiens il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une grande interview de Bigshente Lizarazu, dans Le Monde. Et en fait, ils évoquent sa carrière. Il a gagné la Coupe du Monde de foot, etc. Et je crois qu'à un moment donné, ils lui disent c'est quoi vos attaches sur cette planète, et en fait, il en donne 2. Son attache naturelle de naissance, qui est le Pays Basque. Et il dit j'ai découvert il y a 10 ans la Polynésie, et aujourd'hui, je peux pas m'en passer. Voilà. Donc, j'ai trouvé que pour quelqu'un qui est une personne publique, de décrire la Polynésie française comme il a décrite, c'est exactement ce qu'on ressent quand on est quelqu'un de pas connu, qu'on est un être humain normal. Quand on y est allé, c'est difficile de se dire qu'on n'y retournera pas, parce qu'encore une fois, c'est assez magique. Et c'est d'ailleurs toute la force du FIFO. Si je voudrais revenir sur la vidéo à la demande, donc, et plus largement sur les productions de fiction et de séries qui sont tournées en Polynésie ces dernières années. Donc on a parlé de L'Ordre et la Morale, on a parlé de la série Al d'Orsay, du film Gauguin aussi. Donc ce sont des productions qui ont lieu en Polynésie. Et dernièrement, justement au FIFO de l'année dernière, a été présenté un film hors compétition, en off, qui s'appelait L'Oiseau de Paradis. Et cette histoire est assez belle parce que déjà dans l'équipe, au sein de l'équipe, c'était majoritairement des Polynésiens, que ce soit dans l'équipe des acteurs ou après dans l'équipe technique. Donc déjà, je trouve qu'il y a eu peut-être un premier basculement, enfin en tout cas une étape de franchie. Et en plus, il se trouve que ce film devait sortir en avril en France. Il y a eu le confinement. Ils ont repoussé la sortie au mois de mai. Et finalement, face à une situation qui n'évoluait pas dans le bon sens, en tout cas pour le cinéma, justement, ce film a été disponible, je crois, sur 6 ou 7 plateformes de vidéo à la demande. Donc, quelque part, là, on voit qu'il y a quelque chose qui dépasse, enfin, qui émerge du FIFO et qui va vers une plus large diffusion de ce cinéma océanien, en tout cas polynésien, vers d'autres contrées. C'est exactement la force aussi de ce qui peut se passer et de ce qui se passe déjà depuis plusieurs années au FIFO. C'est justement sa capacité à mettre en lumière un travail qui à la fois est un travail cinématographique et documentaire très important pour que justement tout ce travail puisse être vu et découvert par le plus grand nombre. Et on le sait pertinemment, jusqu'à maintenant, c'était assez complexe dans la mesure où les ventes de droits, et c'est pas propre aux productions polynésiennes ou océaniennes,
c'est une règle qui existe dans le monde depuis toujours. C'est une espèce de pyramide où tout en haut, il y a des grands studios et tout en bas, il y a une masse muette de gens qui créent des programmes et qui ont évidemment du mal à les exposer, à les faire distribuer. Et la grande opportunité qu'offrent aujourd'hui ces nouvelles technologies, en particulier la vidéo à la demande, c'est de dire que si les productions sont de qualité et que les sujets intéressent le plus grand nombre, il y a des opportunités de créer des partenariats avec des plateformes. Alors ça peut être, on en a parlé l'année dernière, des plateformes océaniennes elles-mêmes, c'est-à-dire qui vont fonctionner sur la zone océanienne, mais ça peut être évidemment des plateformes dont beaucoup de réalisateurs et de producteurs rêvent, ces grandes plateformes mondiales, ou même des plateformes métropolitaines. Et ça, ce travail-là, c'est, je pense, le grand défi de la prochaine étape. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme tu l'as dit, un vivier de talents techniques, de talents d'écriture qui existent en Polynésie, mais il ne demande qu'à être exposé encore plus au monde entier. Et moi, j'ai un attachement particulier sur un sujet concernant la Polynésie. On sait que c'est sans doute le plus grand domaine aquatique, en tous les cas français, et il est très méconnu, et qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat qui est engagé pour la sauvegarde de la planète, et il y a un matériau en Polynésie française qui est phénoménal. Et c'est vrai que très souvent, ça se limite à des reportages sur les îles sur lesquelles on peut aller se faire bronzer et boire des cocktails le soir, soleil tombant, mais qu'en fait, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes à montrer, et c'est là où le talent et le tissu audiovisuel local doit arriver aussi à monter dans ce train-là pour justement révéler aux yeux de la planète entière toute la richesse créative et puis surtout documentaire, parce que encore une fois, il y a des choses extraordinaires à montrer, et puis comme dirait l'autre, hein, on n'a qu'une planète, et donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Mais par rapport à cette, on va dire, cette globalisation des plateformes et de... Qu'est-ce qu'on répond à tous les gens qui s'inquiètent de ça par rapport au cinéma, au documentaire, à ce qu'est l'audiovisuel aujourd'hui, par peur peut-être de se faire dicter des lois En fait, moi, je distingue deux blocs. Il y a le cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose de très compliqué, qui s'est mondialisé, qui traverse une crise à la fois absolument imprévue et insoupçonnable dans les dégâts qu'elle est en train de provoquer. Je mets le cinéma à part. Par contre, sur la partie documentaire, je considère que les grands groupes de chaînes de télévision n'ont jamais accordé au documentaire la place qu'il méritait. Nous avons en France, en métropole, quelques chaînes qui font des efforts pour diffuser des documentaires. Alors, il y a différentes catégories de documentaires, hein, le documentaire historique, le documentaire scientifique, le documentaire autour de l'environnement et de la nature. Mais en tous les cas, la place du documentaire a souvent été extrêmement faible et réduite sur ce qu'on appelle les chaînes de grande diffusion qui attirent le public le plus grand. Et les plateformes offrent justement et au contraire une opportunité fabuleuse de pouvoir mettre du documentaire sans limite. Et aujourd'hui, je le dis, les grandes plateformes, en particulier celles dont le nom commence par un N et finit par un X, moi aujourd'hui, ce que je préfère presque regarder sur cette plateforme, ce sont les documentaires, qui sont souvent d'un niveau de réalisation, d'écriture, de narration exceptionnel, qu'ils soient français, australiens, allemands ou américains. Vraiment, il y a eu une réécriture, une réinvention du documentaire. Et c'est là où, justement, quand on est dans des zones comme l'Océanie, on peut révéler au monde entier, faire découvrir, c'est d'ailleurs un des grands objectifs du FIFO aussi, de la compétition, c'est de montrer des choses qu'on ne verrait pas si ces réalisateurs, ces producteurs ne s'étaient pas intéressés à des sujets qui sont extrêmement locaux et qui justement aujourd'hui peuvent bénéficier d'une diffusion beaucoup plus large. On en a beaucoup parlé l'année dernière et moi je dis toujours aux personnes avec lesquelles j'échangeais de dire mais vous avez une opportunité fabuleuse, c'est que effectivement votre documentaire, vous allez arriver à faire 2-3 ventes télé si tout va bien. Demain, vous avez l'opportunité de pouvoir diffuser dans le monde entier
grâce et en partenariat avec une très grande plateforme qui se diffuse mondialement. Voilà. Donc je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un renouveau complet et le documentaire a une grande place à jouer. Pour le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des histoires de chronologie, des histoires de droit, il y a la salle, il y a les ventes télé. Donc c'est vraiment plus compliqué. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui encore loin d'être complètement résolu, d'autant plus que toutes les salles de cinéma sont fermées, donc tous les films s'engouffrent, la nature ayant horreur du vide. Aujourd'hui, les producteurs de cinéma, en fait, mettent leurs films sur leur plateforme quand ils en ont une, parce que on ne peut pas rester comme ça à attendre sans rien faire. C'est vrai, et pour autant, certains réalisateurs de documentaires, puisqu'effectivement il y a deux choses différentes, le cinéma et le documentaire, pour parler des réalisateurs de documentaires, certains opposent la crainte d'un documentaire sur du temps, qui s'inscrit la plupart du temps sur du temps long. Les films peuvent se faire sur 1 an, 2 ans, et le temps, à l'inverse, le temps très, très pressé et contraint de ces plateformes qui sont un peu des rouleaux compresseurs. Franchement, je pense que non. Aujourd'hui, déjà, la télévision s'est inscrite dans le temps long avec le replay, mais la plupart du temps, le replay des chaînes de télévision, c'est 7 jours. Donc, on diffuse, alors je vais prendre l'exemple des très grandes chaînes, elles diffusent d'abord très peu de documentaires. Quand elles en diffusent un, c'est sur des horaires impossibles, c'est-à-dire soit on dort, soit on n'est pas levé. Et ensuite, vous avez, on a 7 jours de replay. Voilà, les plateformes, quand elles signent un deal avec une société de production ou de distribution pour un documentaire, on s'inscrit dans ce temps long. C'est-à-dire que le documentaire va être disponible pendant des semaines, des mois, voire des années, ça dépend des accords qui sont signés. Et puis finalement, on peut le voir et le revoir à volonté, quand on veut, et dans les conditions que l'on souhaite, sur un grand écran de télé ou sur un téléphone portable. Et ça, je pense que c'est aussi à prendre en considération pour l'évolution de tout ce qui est en train de se passer et de toutes les choses que les producteurs et que les réalisateurs, que les auteurs ont envie de raconter. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas forcément stigmatiser les plateformes, qui évidemment pour les plus grandes appartiennent à des empires aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on est à l'opposé, qu'on est un auteur, un réalisateur, un producteur indépendant, on a l'impression qu'on s'attaque à quelque chose d'insurmontable. Mais dans l'audiovisuel, il y a toujours eu cette dichotomie entre des groupes médias extrêmement puissants et des initiatives individuelles menées par 2 ou 3 personnes et qui ont effectivement parfois du mal à accéder au marché. Mais ça ne changera pas malheureusement. Mais par contre, il y a quand même plus d'opportunités de se faire distribuer aujourd'hui qu'il n'y en avait hier. Très bien, oui, c'est ce qu'il faut retenir de toute façon de tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être un chiffre marquant concernant les plateformes en 2020 ou une anecdote, ou voilà, quelque chose d'assez frappant que tu pourrais partager? À l'heure où on se parle, le chiffre marquant de la semaine, c'est l'annonce de Netflix qui a dépassé les 200 millions d'abonnés dans le monde. C'est phénoménal. Et on parle à l'horizon 2025, et j'en reparlerai dans quelques jours avec tous les participants, on va probablement vers un marché de la vidéo à la demande d'1 milliard d'abonnés à un horizon de 5 ans. C'est une véritable révolution. Voilà, donc pour moi, c'est le chiffre marquant. Encore une fois, ces plateformes, on les aime, on s'y abonne, et encore une fois, si ce qui nous était présenté ne plaisait pas, il n'y aurait pas autant d'abonnés. Donc, quelque part, ces plateformes répondent à une attente et à un besoin des téléspectateurs, des consommateurs, des internautes que nous sommes tous. On y trouve tous quelque chose à regarder. C'est vrai, et en attendant, il y a vraiment ce double visage. C'est-à-dire que pour parler de la Polynésie, bon, il y a très peu de cinéma ici. Le contact avec le cinéma indépendant d'auteurs, et à part le FIFO, enfin, je veux dire, au quotidien, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ces plateformes offrent cette chance incroyable. Mais je pense qu'il ne faut pas, mais tu seras d'accord avec moi, je suppose, mais je pense qu'il ne faut pas oublier c'est un peu le prétexte de dire bon bah du coup on développe pas de salles de cinéma, et le propre de ces salles de cinéma ou de ces festivals, c'est de réunir les gens. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait peur avec ce divertissement ou cette culture en ligne, c'est que finalement c'est du chacun pour soi, et parfois la qualité aussi. Je veux dire, Netflix, la qualité de l'image très bien, mais qu'est-ce qu'on pense du son? Voilà, ça c'est tout un autre débat, mais il faut pas oublier voilà.
Bien sûr, mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que là aussi, on a trop tendance à opposer l'un à l'autre. Or, tous les chiffres et toutes les études le montrent, la vidéo à la demande s'inscrit en complément des autres médias. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais en Polynésie française, il y a des chaînes de télévision. Vous n'êtes pas coupé du monde. Vous avez Polynésie la première, vous avez TNTV, vous avez donc des chaînes de télévision qui remplissent aussi un rôle social, un rôle de rassemblement, diffusent des émissions, diffusent des créations locales. Donc il y a un tissu audiovisuel qui existe. Et évidemment, le cinéma en tant que tel, la salle de cinéma, garde et gardera son rôle social de partage, d'échange, de moments privilégiés, de se retrouver à plusieurs centaines, plongés dans le noir, en train de manger des pop-corn et en train de prendre, comme tu le dis, du gros son dans la tête, parce que aujourd'hui, les salles sont équipées de modules sonores extrêmement performants. Et encore une fois, ça continuera d'exister et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Mais il faut bien se dire qu'on ne peut pas aller tous les jours au cinéma de notre vie, c'est pas possible. Qu'on est obligé, si je prends la métropole en temps normal, on est entre 15 et 20 sorties de nouveautés par semaine. Donc, il y a un tri qui doit se faire. Et donc, ce tri-là, il se fait en fonction de nos propres goûts, en fonction de ce qu'on a envie de partager. Et puis après, il y a tout le reste qui mérite aussi d'être découvert, d'être vu. Et c'est ce que permettent aujourd'hui les plateformes. Donc moi, je ne les oppose pas, elles sont complémentaires. Par contre, ce qui est compliqué à gérer et qui le sera de plus en plus, c'est notre temps. C'est-à-dire que quel temps va-t-on consacrer à ces loisirs numériques? Et il va falloir donc arbitrer effectivement entre la sortie au cinéma, regarder la télévision et ou regarder peut-être un DVD ou une séance sur une plateforme. Mais ça fait partie des arbitrages qu'on doit faire en permanence. Pendant très longtemps, moi j'ai grandi, parce que j'ai plus 14 ans, j'ai grandi à une époque où nous, la télévision, c'était pas quelque chose de commun, et on opposait beaucoup la télévision à la lecture. Et il ne s'est jamais vendu autant de livres que cette année, alors là aussi dans un contexte particulier, mais la littérature ne s'est pas arrêtée parce que la télévision a pris une ampleur phénoménale et que quasiment 100% des foyers sont équipés d'un téléviseur. On procède à des arbitrages, ce sont des temps différents, et donc je pense qu'on est dans un monde de cohabitation et de complémentarité entre ces différentes façons de consommer de la vidéo. C'est vrai, et d'ailleurs ça a été le cas pour La Liseuse, on a prédit la fin du livre et c'est pas du tout ce qui est arrivé. Et comme tu le dis très bien, on reste dans quelque chose, enfin en tout cas souhaitons-le, rester dans une dynamique de cohabitation et de complémentarité. Ma dernière question, Pascal, tes projets professionnels en 2021 ? Ouh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Le FIFO 2022 ? Le FIFO 2022, évidemment, en étant présent sur place, si possible. Non, je pense que d'abord, faut souhaiter que toute la profession de l'audiovisuel, à tous les niveaux, puisse retrouver ses pleines capacités d'exercice de nos professions. Et si tout le monde arrive à retrouver une activité normale, forcément, pour le consultant que je suis, ça sera un bénéfice et probablement des opportunités supplémentaires. Mais aujourd'hui, on est véritablement dans une situation qui est très compliquée, en particulier pour tous ces métiers de l'audiovisuel. Il faut y penser, il faut penser aux intermittents, il faut penser à toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à la diffusion de l'information, puisqu'on n'en a pas parlé, mais l'information a aussi été bouleversée dans sa façon d'être traitée compte tenu de l'urgence et de tout ce qui s'est produit cette année. Donc 2021, c'est, espérons-le, un retour à la normale et la possibilité de pouvoir de nouveau échanger physiquement et de reprendre nos bonnes habitudes et de développer de nouveaux concepts. C'est un vœu parce que au moment où on se parle, ça reste encore très très difficile à envisager réellement. Mais bon. On le souhaite en tout cas. On le souhaite. Merci beaucoup Pascal Le Chevalier de cet entretien et on te souhaite un bon FIFO. Merci et à très bientôt.
Retrouvez-nous du 6 au 14 février sur le site internet FIFO-Tahiti pour d'autres rencontres avec des réalisateurs ou des personnalités marquantes du FIFO. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine captation pour une rencontre avec Wallace Kotra, cofondateur du FIFO. Maururu et Yorana.